Et on va commencer avec un topo qui n'est pas simple à faire parce qu'il commence à être un peu hypertrophié, un peu complet. C'est comment on s'y retrouve avec tous ces traitements, toutes ces thérapies ciblées, ces tocilizumab, ces rituximab, bref, la prise en charge médicale de l'orbitopathie en 2025. Donc on revient un petit peu sur ce qui a été dit pour mieux comprendre du coup après les traitements. Donc la thyroïde, ça c'est un peu la physiopathe pour les nuls, mais la thyroïde va envoyer des lymphocytes T, des lymphocytes B. Les lymphocytes B vont produire notamment les TRAC, il y a aussi des anticorps bloquants, mais on va parler que des TRAC. Ça passe dans le sang, ça va passer au niveau de l'orbite, au niveau de la cellule clé, qui est le fibroblaste orbitaire. À surface du fibroblaste orbitaire, on va retrouver deux récepteurs importants, le récepteur à l'IGF-1R, donc le récepteur à l'insulin growth factor 1, et le récepteur à TSH, qui sont vraiment les deux récepteurs capitaux. Les anticorps vont donc venir se fixer sur ces récepteurs, activer le fibroblaste orbitaire, et il va y avoir des voies de signalisation intracellulaire qui vont se mettre en place au niveau de ce fibroblaste. Ça va avoir des MAP kinases, PIPAR gamma, KT, PI3K. Tout ça va se matérialiser par une production par le fibroblaste orbitaire de cytokines, notamment l'interleukine 6 et le TNF-alpha, notamment. Ces cytokines vont venir activer les myofibroblastes, et qui vont, via la production d'acide hyaluronique et de glycosaminoglycanes, si bien que les muscles oculomoteurs vont s'hypertrophier. Mais également, elles vont produire de la leptine-liponectine, qui va favoriser l'hyperplasie des adipocytes, et c'est pour ça qu'il y a une augmentation du volume graisseux dans les orbitopathies. Mais le problème, c'est que les cytokines elles-mêmes vont faire un rétrocontrôle positif sur tout ça, si bien que vous voyez qu'il y a une espèce d'emballement, et que c'est difficile de casser ce cercle. Alors, quand on comprend un peu près vite fait la physiopathologie, on va comprendre un peu les traitements à disposition. Globalement, vous allez avoir des médicaments qui vont venir agir en amont. Moi j'aime bien cette classification, en amont du fibroblast. Sur les lymphocytes T, c'est la cyclosporine qu'on n'utilise plus maintenant. Sur les lymphocytes B, ça va être les anti-CD20, notamment le rituximab, qui vont pouvoir venir targeter, ainsi que le mycophénolate, qui est recommandé par le GOGO. Ensuite, on peut venir targeter en aval fibroblastes. Donc, c'est les anti-L6 et les anti-TNF alpha notamment. Et enfin, on peut venir targeter directement au niveau du fibroblaste orbitaire, et ça, c'est les anti-GF1R. Donc, les anti-GF1R sont actuellement le traitement le plus logique, le plus sélectif dans l'orbitopathie dysthyroïdienne. Ça fait aucun doute. Et puis, vous avez des traitements non spécifiques. Ils vont taper un peu sur tout. C'est les corticoïdes, évidemment, l'azatioprine. Statine, doxycycline, je les mets à part. Vous avez tout le temps des petites études qui sortent, jamais comparatives, et qui montrent que la statine, doxycycline ont un effet anti-inflammatoire très indirect. Ça peut être intéressant, notamment les statines, quand on fait des bolus, etc. S'il y a du LDL cholestérol, les statines sont intéressantes, ça c'est sûr. Après, on n'a jamais traité une orbitopathie avec de la doxycycline, mais bon. Les recommandations EGOGO, c'est le consortium européen. Il y a quelques mesures générales. Donc, les formes modérées et sévères sont à adresser en centre tertiaire de référence. C'est ce que tu montrais, Valentina, le Prego 3, qui montre que désormais, les patients, ils arrêtent de poireauter à droite, à gauche. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils arrivent beaucoup plus vite. Alors, on n'est pas dans EGOGO, on va bientôt le devenir, on va faire la demande. Mais je peux te dire que là, les patients, ils arrivent de plus en plus vite. Il faut sevrer le tabagisme, absolument. La cigarette électronique, c'est mieux, mais c'est pas top. Cannabis, pas terrible non plus. Le thyroïdie, c'est une évidence. Corticoïde péros, si on fait l'irathérapie, on en a parlé. L'orbitopathie active, le traitement sur le GOGO, c'est corticoïde plus mycophénolate, si possible. On ne le fait pas trop en France. Et en deuxième intention, on fait toutes les autres thérapies cibles, les anti-CD20, les anti-L6 et les anti-GF1R. Et enfin, en cas de neuropathie optique compressive, bolus 1 gramme pendant 3 jours. Et si ça ne marche pas, la semaine suivante, en fait, au bloc, on fait la décompression orbitaire. Voilà, ça, c'est les mesures générales. Or, quel traitement maintenant et quand? On reprend la courbe de Rundle, même si elle est imparfaite, elle nous aide quand même à nous y retrouver. On distingue phase active, phase inactive. Dans la phase active, vous avez deux phases. La phase où vous avez un CAS inférieur à 3, même si le CAS n'est pas parfait, CAS supérieur ou égal à 3. Dans la phase active non inflammatoire, on va donner des antithyroïdiens de synthèse, bien sûr, du sélénium, même si on a vu que si on n'est pas carencé en sélénium, ça ne sert à rien. C'est ce que je trouve dans la vraie vie, ça sert à rien, le sélénium. L'arrêt du tabac, bien sûr, les lubrifiants. En revanche, quand le CAS est supérieur ou égal à 3, on va proposer en première intention les corticoïdes. En cas d'échec, les thérapies ciblées. On peut avoir aussi des thérapies non ciblées, la radiothérapie, voire de la chirurgie en urgence. Et dans la phase inactive, c'est là où la chirurgie a sa place.
Un mot sur les études dans l'orbitopathie dysthyroïdienne, elles sont très difficiles. Il faut dire ce qui est. Les industriels, ils ont quand même du mérite parce qu'il y a une notion de timing qui est capitale. Les critères de jugement, en plus, ils sont compliqués. Alors, grâce au teprotumumab, c'est un des avantages si nombreux selon moi du teprotumumab, c'est qu'au moins ça a tendance à rendre les études plus homogènes. Ils ont toujours maintenant les mêmes critères de jugement principaux. Et puis surtout, il faut un gold standard, ce que beaucoup d'industriels oublient de faire. Hein. C'est les corticoïdes IV. Combien il y a d'études contre gold standard? Il n'y en a pas beaucoup. Donc ne sont pertinentes que des essais randomisés finalement, parce qu'il faut se comparer au gold standard et parce qu'il faut prendre en compte l'évolution naturelle de la maladie. Donc on est obligé de faire des groupes et il faudrait idéalement que dans les deux groupes, il y ait le groupe corticoïde IV, ce qui n'est pas souvent le cas. Un mot sur le sélénium, ça ne marche pas des masses. New England 2011, 100 microgrammes 2 fois par jour, ça améliore la qualité de vie, ça diminue les atteintes oculaires. Mais quelles atteintes oculaires? C'est des micro-sécheresses. Ce n'est pas extraordinaire. Par contre, si c'est carencé, ça peut valoir le coup de supplémenter. J'ai jamais trouvé que pendant 6 mois de sélénium, les patientes nous disaient qu'il y avait une amélioration, mais ça ne fait pas de mal. Donc, bon, ça paraît assez logique d'en mettre quand même. Bon, bref, c'est discutable. Les corticoïdes. Alors, c'est le gold standard selon le GOGO. La voie intraveineuse est nettement plus efficace et moins délétère que la voie péros. La grande force des corticoïdes, on l'a tous vu, c'est leur efficacité. Le lendemain d'un bolus, le patient, il est mieux. Il n'y a plus d'œdème. Donc, c'est extrêmement efficace. C'est pour ça que dans la neuropathie optique compressive sévère, ça reste et ça restera, quoi qu'on en dise, le gold standard. On fait 6 bolus de solumidrol de 500. On réévalue. Des fois, on ne fait pas la réévaluation. Nous, on la fait systématiquement au bout de 6 bolus. Et si on sent que c'est encore un peu limite, on va refaire 6 bolus de 250. Vous voyez que la dose, finalement, est de 4,5 grammes. Dans les formes plus sévères, notamment avec atteinte oculomotrice, ce n'est pas choquant de faire du 750 x 6. On réévalue et on fait du 500 x 6. Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser 8 grammes. Ça, c'est clairement les recommandations, parce que sinon, il y a un risque de morbidité, voire de décès possible. L'efficacité sur le score d'activité clinique, alors c'est difficile de trouver des études qui vont vous montrer une efficacité. C'est quoi l'efficacité? En général, c'est 2 points sur le score d'activité clinique. Globalement, il est entre 60 et 75% d'efficacité. Les rechutes, c'est 15%, donc c'est loin d'être négligeable. Et il y a un truc qui marche très bien, c'est les injections périoculaires de Kenacort. Ça, pour faire patienter avant un traitement de seconde ligne, les injections intraorbitaires de Kenacort, c'est quelque chose qui marche. Les patients, ils disent tous la même chose. Au bout de 5 jours, ils ressentent les effets. Au bout de 3 semaines, il n'y a plus d'effet. Donc moi, j'en fais une par mois. C'est en attendant que le bilan pré-tocilizumab en fait, se mette en place. Corticoïdes et associations, l'avantage des corticoïdes, c'est qu'ils potentialisent d'autres traitements, notamment le mycophénolate. Alors, le mycophénolate, dans une étude, il montrait que c'était meilleur que les corticoïdes seuls, corticoïdes plus mycophénolate. Le problème, quand vous regardez le papier, c'est que le critère de jugement principal en fait, était négatif à 6 mois. Je crois que c'est sur le 12 mois qu'il est positif. Toujours est-il qu'il le recommande, le GOGO, mais en France, le professeur Morio vous montrera qu'on l'utilise assez peu. Les amis endocrinos, peut-être parce que vous ne connaissez pas trop la molécule, c'est peut-être plus les collègues internistes qui connaissent mieux. Mais c'est vrai qu'en France, on ne le prescrit pas trop. En tout cas, ça potentialise l'effet. Et ce qui potentialise aussi les corticoïdes, c'est la radiothérapie. On sait que là, pour le coup, c'est vraiment prouvé. La cortisone améliore l'efficacité de la radiothérapie. Et ça, on le reverra plus tard. Les corticoïdes, vous voyez, c'est ça. J0, J1. Ouais, c'est d'une efficacité redoutable et extrêmement rapide. Les thérapies non ciblées, on les utilise quasiment plus aujourd'hui. Cyclosporine, anti-TNF, statine doxy. On en a parlé, il y a peu ou pas d'essais randomisés. Aujourd'hui, elles sont vraiment tombées en 3e, 4e ligne. La radiothérapie orbitaire, Annès Groulier nous en dira un mot. Souvent oublié, négligé, c'est des doses qui sont non consensuelles. Normalement, on fait plutôt du 20 Gray, mais il y a de plus en plus de protocoles 10 Gray en 10 fractions ou en seulement 5 fractions de degré, qui marchent très bien. Et nous, on a même fait une patiente récemment là, qui venait de Corse en 2 fois degré, de l'ultra-low dose. C'est discutable d'un point de vue physiopathe, mais il y a quelques séries qui sortent, qui montrent qu'en faisant boum boum, comme en radiothérapie dans les lymphomes, 2 fois degré, ça peut être intéressant. Elle est à peu près efficace sur les troubles oculomoteurs, un peu moins sur le score d'activité et absolument pas sur l'exophthalmie, d'après les études rétrospectives. C'est un traitement, la radiothérapie, qui a été assassiné littéralement par l'étude de la Mayo Clinique. La Mayo, dès qu'ils font une étude, on a l'impression qu'ils dégomment les traitements. Radiothérapie, boum, ils l'ont balayé. Rituximab, vous allez voir, ils l'ont balayé. Mais ça a été réhabilité par l'American Academy. Alors, l'étude de Mayo, elle était belle, mais le problème, c'est qu'ils ont traité les patients un peu tardivement. C'est pour ça que c'est un peu biaisé le résultat et qu'ils ne trouvent pas d'amélioration avec la radiothérapie. Là, voilà, ça, c'est l'essai de 2001 qu'il a assassiné. Depuis cet essai, aux États-Unis, il n'y a quasiment plus de radiothérapie. Et l'American Academy, c'est bien ce qu'ils ont fait en 2021. Ils ont fait vraiment une revue de la littérature. Et ils
affirment à nouveau dans ce rapport qu'il y a plus d'études qui montrent que ça marche plutôt que ça ne marche pas. Donc, c'est un traitement pas à jeter à poubelle. Pas de première intention, clairement, mais pas à jeter à poubelle. Alors maintenant, les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, quand on fait un peu un historique, bon, évidemment, avant, c'était non ciblé, stéroïdes, on explosait un peu tout. 2015, les 2 premiers papiers sur les anti-CD20. Résultat, on va les voir totalement différents. 2018, le premier essai de Pérez Moreras dans l'American Journal. Très belle étude faite par un oculoplasticiens. Et puis en 2017, c'est là où tout s'emballe. Avec les anti-GF1R, on y reviendra avec Smith et Douglas, bien sûr. Donc c'est un peu comme ça. Hein. Avant, c'était la bombe atomique. On targetait un peu tout et rien, du coup. Et on s'oriente de plus en plus vers des traitements. Bon, c'est caché là, mais vous voyez, une frappe militaire vraiment ciblée. Juste, moment de réflexion, quand on parle de thérapie ciblée, si on réfléchit un peu, est-ce qu'elles sont vraiment ciblées? Alors, elles sont ciblées sur un récepteur. Mais le problème, c'est que le récepteur, il est ubiquitaire. Et partout, prenez les anti-GF1R, ok, c'est ciblé sur le récepteur de l'IGF1R, mais vous avez de l'IGF1R partout, dans l'oreille, autotoxicité, vous en avez plein dans l'ovaire. Les patientes, elles sont en aménorrhée secondaire, on l'a bien vu, nous. Donc, est-ce que c'est vraiment ciblé, ces traitements? Je pense que c'est survendu, le mot ciblé. Ça cible un récepteur, mais ce n'est pas du tout ciblé dans l'orbite. On gicle partout, en fait. Alors, on commence avec le rituximab, les anti-CD20. L'étude de Stan, en gros, je vais résumer ça rapide. 25 patients. Ils faisaient 2 injections, 2000, ok, versus placebo. Premier problème, c'est contre placebo. Critère du jugement principal, tout à fait licite, une baisse de 2 points du CAS, donc c'est le truc le plus consensuel. Et vous voyez que sur le critère de jugement principal, il n'y a pas de différence significative. Et c'est même plutôt pourri, les chiffres 25 et 31, c'est pas énorme. Hein. Le placebo fait mieux presque. L'exophtalmie, pas de réduction. La diplopie, pas de réduction. Et en plus, avec le rituximab, ils ont eu 2 cas de neuropathie optique. On sait tous que jamais de rituximab dans une neuropathie optique, il y a un relis cytokinique, ça peut aggraver la compression du nerf optique. Donc en gros, résultat horrible, entre guillemets, ça ne marche pas. Dans le même journal JCEM, le même numéro, ils sont quand même balèzes les éditeurs, ils ont mis le même juste derrière. Salvi, le collègue italien qui est très connu, 31 patients, 2 injections de 1000 également, versus corticoïde IV. Donc on peut se dire, Salvi déjà, il fait ça les choses un peu plus honnêtement. Et en plus, il met en face le groupe corticoïde, donc ça va peut-être minorer les résultats. Bon, en fait, non. Critère de jugement principal, c'est pareil. Alors, au niveau du critère de jugement principal, il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 groupes, mais quand vous regardez la différence de baisse du CAS, il y a quand même une amélioration. Donc, même si le critère de jugement est négatif, ça reste des résultats intéressants. En revanche, il n'y a pas d'amélioration de l'exophtalmie et pas d'amélioration de la diplopie. Et les effets secondaires, c'est surtout des effets au site d'injection. D'ailleurs, on met toujours un peu de cortisone, si je ne dis pas de bêtises, avec le rituximab au moment de l'injection. Bref, 2 résultats totalement opposés. Pourquoi c'est si opposé? Parce qu'ils n'ont pas très. Alors, les patients n'étaient pas identiques. Il y avait plus de tabagique, par exemple, sur un maillot. Quand vous regardez les Table 1, vous les comparez, ce n'est pas vraiment les mêmes patients. Mais c'est surtout le délai de traitement. Salvi, en moyenne, il traite dans les 5 mois, d'accord, à partir des premiers signes d'orbitopathie. Donc, il traite assez tôt, et il a raison, alors que Stan, il traitait à plus de 12 mois. Par exemple, sur le T-Pro, là, ils ont fait un cut-off à 9 mois. Le Véligrotug pour Viridian, je ne sais pas, je crois que c'est 12 mois. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne me souviens pas du tableau par cœur. Mais vous voyez, on a tendance à traiter quand même avant, vers 9 mois, vous voyez. Dès qu'on commence à traiter le patient à 12 mois, si vous le traitez là, le patient, c'est sûr qu'il ne va pas répondre. Et c'est pour ça qu'on a des résultats totalement différents. Et ça vous illustre parfaitement que c'est une maladie à histoire naturelle, le baso. Et donc, il faut des essais randomisés. Les anti-L6, très bon médicament, le tocilizumab. Pérez Moreras, en 2018, il inclut 32 patients qui étaient résistants aux corticoïdes. Donc lui, il met des corticoïdes en première intention et quand ça ne marche pas, il va mettre du toci. Parfait, c'est un très bon raisonnement, c'est comme ça qu'il faut faire. 4 cures de toci à 1 mois d'intervalle versus placebo. Bah oui, parce qu'il y avait placebo en face, parce qu'ils avaient déjà été corticothérapiés en amont. Critère de jugement principal, c'est la baisse du CAS supérieur ou égal à 2 à 4 mois. Et regardez l'efficacité, 93%. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une amélioration non négligeable dans le groupe placebo, mais là on a un résultat statistiquement significatif sur seulement 32 patients. Le CAS, les chiffres bruts, on ne les a pas dans le papier. L'exophtalmie, petite réduction de l'exophtalmie. C'est vrai que les patients sous aussi, ils ont une petite amélioration de l'exophtalmie, pas énorme, mais un petit peu. Diplopie, au début, Pérez Moreras disait que c'était très efficace. En fait, non. Vous verrez que le T-Pro, c'est un peu pareil, on y reviendra. Et les effets secondaires, surtout infectieux. Cytolyse hépatique aussi. Bon, ça, c'est un exemple de patiente qu'on a traité récemment. CAS 3 versus 1, RTL 24-22, 3 TCZ. Alors, on l'a mis en première intention. Ouais, j'avoue qu'on a tendance à les mettre en première intention parfois. Et parce que ça marche tellement bien sur l'inflammation. CAS 0,0, RTL 21-20.
Voilà, vous voyez, 3 mm quand même, elle, hein, sur le RTL. Vous voyez, c'est variable hein, d'un pas sur l'autre. Mais alors, le seul truc, c'est que ça met 2-3 semaines à agir quand même. Le tocilizumab, c'est pas immédiat comme la cortisone, mais ça marche remarquablement bien, les anti-L6. J'en profite pour vous parler du labo de Roche, le satralizumab. C'est un essai randomisé en cours européen. Vous voyez tous les centres. L'étude est actuellement en cours. Elle est coordonnée par Ezra, c'est un Britannique qui est sympa d'ailleurs, qui est au Moorfields. 40 sites, 15 pays sont en train d'étudier ça. Je pense qu'on aura les résultats préliminaires au prochain congrès de l'ESO-PRS. 120 patients. Alors, ils sont joueurs. Ils ont mis une grande majorité de patients en orbitopathie active, mais ils en ont aussi mis en phase chronique. Je pense qu'ils vont se casser les dents dessus. Mais bon, ils vont faire 2 groupes différents dans les résultats, hein, pour pas que les chroniques pourrissent les résultats de l'actif. Hein, vous verrez. On verra tout ça. Donc, c'est une étude qui est intéressante. Nous, on n'est pas dedans. Il y a des études, il y a des centres français. Hein. Il y a 15-20, je crois, qui sont dedans. Enfin, il y a 2-3 centres français. Donc, c'est bien de participer à ces études. C'est important de représenter la France au niveau industriel. On en arrive aux fameux anti-GF1R. Les anti-GF1R, sur le papier, et c'est non discutable, ce sont les traitements les plus ciblés. Ça, c'est une certitude. Ils visent le fibroblast orbitaire. Vous connaissez tous le teprotumumab, Tepezza, qui a été fait par le laboratoire Horizon Therapeutics, qui a eu l'AMM en 2020 aux États-Unis et qui a été racheté par le laboratoire Amgen. On y reviendra. Le Veligrotug, je sais pas, de chez Viridian, actuellement en cours de développement. Les études sont en cours en France. Nous, on y participe. Très bon produit. Enfin, bon, très bon, en fait, c'est l'équivalent, quoi. Mais on verra après. Et le lonigutamab, c'est le truc d'acélyrin. C'est un labo américain aussi, c'est que des Américains. Intéressant parce qu'on va commencer, nous on y est dans l'étude aussi, on va commencer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme purement sous-cutanée. Hein, jusque-là, c'était par voie IV, intraveineuse, et là, tous, ils sont en train de passer à la voie sous-cutanée. Et c'est assez lyrin, là, ce qui va développer le premier, le sous-cutané, on va le tester là prochainement, ça devrait commencer. Alors, le teprotumumab, alors 2 grands articles dans le New England Journal of Medicine, avec, vous voyez, c'est topo impressionnant, c'est très efficace. Regardons un peu les papiers. Smith en 2017, 87 patients, donc c'est beaucoup. Hein. 8 injections, ils font à 3 semaines d'intervalle, versus, et c'est là qui est bien dommage, placebo. Et ouais, il aurait fallu mettre les corticoïdes, mais on verra que je ne pense pas que ça les arrangeait vraiment. Quoi qu'il en soit, le critère de jugement principal est tout à fait licite. Score d'activité supérieur ou égal à 2, en baisse, très bien. Et en plus, réduction de l'exophthalmie. Donc, très bon critère de jugement principal. Résultat sur le critère de jugement principal, 69%. Donc, c'est plutôt pas mal, versus 20% pour le placebo. Le CAS, vous voyez qu'il a bien baissé, 3,43. Et surtout, la vraie nouveauté, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment des réductions sur l'exophthalmie qu'on n'avait pas, et ça, c'est une évidence, avec les autres. Donc ça, c'est vrai. C'est le seul médicament qui réduise vraiment l'exophthalmie, beaucoup moins qu'une chirurgie, mais un petit peu quand même. Les effets secondaires, c'est digestif. Nous, c'est surtout les crampes. Les patients, ils ont tous des crampes. Enfin, pas tous, mais ils ont beaucoup de crampes nocturnes. C'est très désagréable. Digestif, ouais, il y a quelques diarrhées, mais pas trop. Hyperglycémie, ça peut arriver. Hein. Troubles auditifs, 7%. Nous, on n'en a pas, mais ils sont ultra monitorés. Aux États-Unis, il y a des cas de surdité véritables. Et quelques sepsis, mais c'est plutôt bien toléré, ces médicaments, pour être honnête. Le deuxième papier, Douglas, c'est exactement le même. Alors, à quoi ça sert de faire 2 trucs identiques? C'est parce que pour avoir l'AMM par la FDA, il faut 2 essais randomisés. C'est pour ça qu'ils ont fait quasiment le même truc. Juste le critère de jugement principal, là, on commence à partir dans les dérives complètes. Hein. C'est-à-dire réduction de l'exophthalmie de 2 mm, ça n'a aucune pertinence. On ne traite pas un patient pour avoir une réduction de l'exophthalmie de 2 mm, on le traite parce qu'il est inflammatoire. Donc, vous voyez déjà, ils virent le côté CAS, et comme par hasard, ils arrivent à 83%. Ça marque les esprits, 83%. Ça ne veut rien dire. Le 69 est beaucoup plus fiable parce qu'ils ont pris en compte le CAS. Donc là, déjà, en 2020, ils commencent à amorcer les dérives. On reviendra sur toutes les dérives après, et Dieu sait s'il y en a. Et j'ai fait synthétique. Bref, le CAS, on n'a pas les chiffres bruts. J'ai même regardé les supplementary data. Je ne sais pas, j'ai rien trouvé. L'exophthalmie, donc très bon résultat, hein, 3,32 versus 0,53. Donc effectivement, ça marche sur l'exophthalmie. La diplopie, 68% d'amélioration. Tout à l'heure, on va débriefer ce 68%. On verra que ça tombe à 10. Il faut lire les papiers. Les effets secondaires, spasme musculaire, ça c'est tout à fait vrai. Alopécie, je ne sais pas, je n'ai jamais trop vu, mais c'est bien toléré. C'est des médicaments quand même bien tolérés. Et ils sont balèzes. Hein. Après ce papier, c'est juste pour vous dire, c'est génial. Ils ont 8 injections, les patients. Si ça ne marchait pas, ils les mettaient dans l'optique X-Trial et en fait, ils refont 8 injections. Allez, hop, on y va, 16. Alors, vous voyez, et puis après, ils vont publier un essai là-dessus en disant, enfin, finalement, ça marche. Quand vous en mettez 8, ça ne marche pas, mais quand vous en remettez 8, ça marche. Enfin, bref.
C'était le début des dérives entre 2017 et 2020. Papier intéressant dans AI, c'est là où ils ont commencé à étendre les indications, le laboratoire Horizon Therapeutics, en disant que, regardez, même des formes chroniques, donc non actives, pas inflammatoires, vous voyez, quand on donne le traitement, c'est mieux. Effectivement, les musculomoteurs, vous voyez la réduction de l'exophtalmie. Et ce papier dans AI, c'est vraiment l'ouverture de la porte de la boîte de Pandore. Et c'est là où ils vont commencer à arroser le marché avec les orbitopathies inactives. Ils ont fait une seule étude in vitro qui est bien, où ils ont mesuré en fait la quantité de récepteurs IGF-1R chez des patients qui avaient une orbitopathie inflammatoire, non inflammatoire, et chez des patients contrôle. Effectivement, vous voyez que même chez les patients anciens, non actifs, il y a quand même une hyperexpression d'IGF-1R. Vous avez compris, l'étape d'après, c'était quoi? C'était de dire, oh, la courbe de Rundle, là, ce qu'on vous a montré, c'est nul. On a beaucoup mieux. On a cette courbe de Rundle. On a l'expression de l'IGF-1R. La conséquence logique, vous voyez, phase active, inactive, maintenant, on s'en fout, mais on donne du T-Pro à tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils envoient les key opinion leaders américains inonder les marchés européens aux ESOPRS en 2022, Douglas qui vient nous dire, de toute façon, la chirurgie, il n'y en aura plus. On y reviendra. Les autres anti-IGF-1R, ça reste des très bonnes molécules, hein, attention, mais dans les bonnes indications. Le veligrotug, donc c'est le laboratoire Viridian. Il y a une phase 3 qui est actuellement en cours et ils vont bientôt faire une forme sous-cutanée. Donc ça, c'est très bien, mais d'après ce que j'ai compris, ils ne la font pas en France. Bon, ça, c'est moins bien. Je me suis permis de faire un tableau comparatif. Alors, on ne va pas tous l'enfiler, ce tableau, entre le T-Pro et le veligrotug. On va parler avec Viridian, ils vont vous dire, oh, on ne peut pas comparer les trucs. On va quand même essayer un peu de comparer. Quand on regarde la réduction moyenne, les 3 premiers, c'est du T-Pro et les 2 dernières, c'est du veligrotug. Quand on regarde la réduction du CAS, alors à chaque fois, j'ai retiré l'effet placebo. Hein, okay, on trouve, vous voyez, qu'il y a une diminution du CAS de 1,58 avec le T-Pro, 1,70 avec le veligrotug. Vous voyez, c'est à peu près équivalent. On regarde l'exophtalmie, moins 2,30 de réduction de l'exophtalmie en phase active, moins 2,40 avec le Veli. C'est, vous voyez, à peu près les mêmes chiffres. Hein. L'amélioration de la diplopie, entre guillemets, amélioration entre guillemets, hein, on reviendra là-dessus, 42, 43, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Et le profil d'effet secondaire, vous voyez, c'est exactement le même. Donc c'est à peu près, je ne sais pas si Viridian le prendra mal ou si Amgen le prendra mal, mais c'est à peu près les mêmes molécules, honnêtement, qui sont efficaces sur l'exophtalmie, qui n'ont pas énormément d'effets secondaires. Un autre traitement, je vous en parle, c'est le lonibutamab. Donc c'est un nouvel anti-IGF-1R, je vous dis, qui va commencer ici par voie sous-cutanée prochainement, je pense mois prochain ou dans 2 mois, en France. Donc là, vous avez le design de l'étude. Ils ont fait une étude de phase 1B et de phase 2 qui s'est révélée être positive. Je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont monté les doses. En fait, ils avaient peut-être un petit manque d'efficacité. Donc là, dans l'étude de phase 3, ils ont monté les doses, plus de doses que dans les phases 1B et 2. Donc, ils montent un petit peu. C'est pour ça qu'en bourse, ils ont dévissé. D'ailleurs, ils ont un peu pris cher à Céliran aux États-Unis. Bon, toujours est-il que là, en France, ça va se mettre en place avec des doses plus importantes qu'en phase 1B et 2. Donc, ce sera intéressant de voir les résultats en sous-cutané. Et je peux vous dire qu'en sous-cutané, donc il y a le laboratoire Viridian qui va en faire. Et je viens d'apprendre ce matin que Amgen en fera aussi. Donc, c'est vrai que forme sous-cutanée, c'est forcément intéressant. Vous voyez ici les résultats avec des diminutions des scores d'activité, une amélioration de la diplopie. C'est toujours un peu les mêmes résultats avec les anti-GF1R. Voilà, les autres traitements, c'est les inhibiteurs FRCN. C'est intéressant, il y a des études en cours. Le problème, c'est que ce n'est absolument pas spécifique. Par exemple, dans la myasthénie, il y a aussi des études là-dessus. Donc, c'est des trucs non spécifiques. Ça target un peu tout le système immunitaire. Et vraiment, ceux qui sont intéressants, c'est les inhibiteurs du récepteur à la TSH, qui sont la quintessence du ciblage dans l'orbitopathie dysthyroïdienne. Alors, j'ai appris aux EPRS l'année dernière qu'il y avait une étude en cours. Ils ont commencé parce que jusque-là, ils avaient du mal, je pense, à faire une molécule. Ce n'était pas stable, parce qu'on en parle depuis 15 ans de ça. Hein. Et là, ils ont commencé, voilà, aux ESOPRS, on devrait avoir un peu des nouvelles. Il y a une étude qui est en cours, c'est une phase 1. Donc, quel traitement en première intention en cas d'orbitopathie active? Je pense qu'il faut suivre les recos EGOGO. On commence avec des corticoïdes, plus ou moins des mycophénolates, si vous avez un interniste qui s'y connaît. Et en cas d'échec, on mettra les thérapies ciblées, anti-L6, anti-CD20, anti-GF1R, si c'est gratos. Bref, si c'est par les labos. Jamais, moi, je vais prescrire un truc qui va coûter 250 000, on y reviendra. Personnellement, je pense qu'il y a des alternatives. Donc, inclure dans les essais thérapeutiques, oui. Le mettre d'office comme ça, il y a franchement, chirurgicalement, plein d'alternatives. Donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi on en prescrit. En France, on n'en prescrit pas des masses quand même. Hein. Donc, vous regardez certains consensus des sociétés européennes et américaines de thyroïde.
Regardez ce papier dans Thyroïde. Donc, c'est des sociétés européennes et américaines qui ont fait un petit tableau qui vous montre un peu quel traitement mettre en première intention. Alors, ils vous mettent réduction des signes inflammatoires, on va mettre les corticoïdes. Moi, j'aimerais qu'on regarde cette colonne, cette ligne surtout. Réduction de l'exophtalmie. Est-ce que vous avez déjà vu une orbitopathie active qui n'est pas une exophtalmie? Il n'y en a pas. En gros, ils sont en train de dire on met ça en première intention. Ils ne le disent pas noir sur blanc, mais leur tableau, il veut dire ça. Jamais vu d'orbitopathie active qui n'a pas une exophtalmie. Ils ont tous l'œil qui sort. Donc, ils sont en train de dire ça. Donc, ça, je pense, on oublie. C'est des recos à l'américaine. On suit Eugogo, qui est un consortium sans conflit d'intérêt, sans rien. Quand vous regardez les auteurs, hein, il y a du conflit d'intérêt un peu, mais pas trop. Vous allez voir, il y a plus conflictueux encore, on verra après. Mais je pense qu'il faut rester sur le gogo et on va voir comment le gogo, tous les 3-4 ans, actualise leurs recommandations. En résumé, très rapidement, les corticoïdes en première intention, rapidité d'action, très efficace sur le CS, pas de réduction trop de l'exophtalmie, pas de réduction de la diplopie. Dans la neuropathie optique, ça reste le gold standard. Les effets secondaires sont cardiovasculaires, mais le prix, 70 €. Ça va. Les anti-CD20, ça met 2 à 3 semaines à agir, efficace sur l'inflammation, peu sur l'exophtalmie, la diplopie, à éviter en cas de neuropathie optique, parce que le release cytokinique fait que ça peut majorer la compression, et le prix, c'est 4 000 € en France environ. Les anti-L6, qui ont notre préférence, nous à Nice, personnellement, on les aime bien, 2 à 3 semaines pour agir, efficace sur l'inflammation, très efficace sur l'inflammation, 93%, personne n'a jamais fait mieux. L'exophtalmie, c'est variable d'un patient à l'autre. Vous avez vu, une patiente 3 mm, donc c'est variable, 1 ou 2 mm peut-être. La diplopie, aucune efficacité particulièrement. Les effets secondaires, les infections. Le prix, c'est comme les anti-CD20, c'est environ 4 000 €. Et on arrive aux anti-GF1R, 1 à 3 semaines d'efficacité. Ils agiraient plus vite que le TOCI quand même. Efficace, bien sûr, sur l'inflammation. Efficace sur l'exophtalmie, effectivement, il faut le dire. La diplopie, en fait, c'est du trompe-l'œil, c'est plus ou moins. C'est pas si efficace que ça. La neuropathie optique, pareil, ça peut être efficace dans certains cas. Quand vous avez une grosse compression à l'apex, j'ai du mal à croire, mais bon. Les effets secondaires, principalement auditifs, mais ils restent rares. Et le prix, alors là, je vous ai mis le prix aux États-Unis, c'est 350 000 $. Le prix demandé à la pharmacie hospitalière, chez nous en France, un prix qu'ils ne veulent pas véhiculer parce qu'il est différent d'un pays à l'autre au niveau de l'Union européenne. Donc en Belgique, Jacques, c'est peut-être différent, j'en sais rien. C'est 256 800 €. Ils ont fait une petite ristourne, vous voyez, c'est sympa. Mais demandez à Amgen, ils ont quand même baissé, hein, ça il faut le reconnaître, et il va y avoir de la concurrence. Donc les prix vont être tirés vers le bas. Mais ça ne va pas tomber à 4 000 €, je pense. Donc vous voyez, hein, ça c'est le prix des traitements complets, hein, 256 000 € quand vous faites une presse de teprotumumab à visée compassionnelle, parce que c'est en autorisation compassionnelle, à un prix peu compassionnel, vous mettez la sécurité sociale 256 000 € alors qu'il y a des alternatives chirurgicales. J'ai du mal à comprendre. Mais par contre, incluez dans les essais randomisés, il faut qu'on inclue, il faut les aider. Mais après, au niveau du prix, il faudra voir ce qui va se passer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.